Bonsoir à tous, le 19h de Public Sénat, voici les titres de cette édition. Nouvelles inquiétudes à la centrale de Fukushima au Japon. Le cœur du réacteur numéro 3 est gravement endommagé et menace de libérer de dangereuses substances radioactives. Une situation jugée imprévisible par le gouvernement japonais. Qui va commander finalement l'intervention militaire en Libye? L'hypothèse d'une prise en main par l'OTAN des opérations semble de plus en plus probable. Des négociations vont se poursuivre tout au long de ce week-end. Et puis, les 27 au chevet du Portugal, aujourd'hui à Bruxelles. Les Européens mettent en œuvre un fonds monétaire et précisent le pacte pour l'euro. Ce soir, les autorités portugaises refusent toujours la main tendue de l'Union européenne. Je vous le disais en titre, c'est bien le scénario du pire qui au Japon ce soir revient au premier plan. La dégradation de la cuve du réacteur numéro 3 de la centrale de Fukushima fait craindre en effet un scénario très inquiétant. La libération dans l'atmosphère et le sol d'uranium et de plutonium provenant de la fusion du cœur du réacteur. Selon le Premier ministre nippon, la situation à la centrale reste imprévisible et sur place, les opérations de refroidissement des réacteurs avec des canons à eau se poursuivent et pourraient durer plus d'un mois. La catastrophe japonaise n'en finit pas de provoquer nombre de réactions à travers le monde. De Bruxelles, Nicolas Sarkozy a promis de fermer les centrales nucléaires françaises si elles ne passaient pas les tests de résistance décidés par l'Union européenne. Et puis en France, les retombées de la catastrophe atteignent désormais également le paysage politique français et le Parti socialiste qui amorce un infléchissement singulier de sa doctrine en matière nucléaire pour la plus grande satisfaction des Verts. Fabrice Cunet. Martine Aubry a pris tout le monde de court en annonçant vouloir une sortie du nucléaire d'ici 20 à 30 ans. La première secrétaire du PS a surpris son propre camp, comme les écologistes. Car le Parti socialiste n'est pas toujours à l'aise sur cette question du nucléaire, pas toujours d'accord non plus sur une ligne commune. Pourtant, Martine Aubry n'aurait fait que répéter une doctrine de 97 et de la gauche plurielle. Il n'y a là rien de nouveau, un volontarisme sûrement supplémentaire, parce qu'on gardait plutôt la durée de sortie à 40 ans. Donc 20-30 ans, oui, c'est ce qu'il faut, à la fois pour substituer à la part du nucléaire un mix énergétique nouveau, fondé sur les énergies renouvelables, fondé sur la baisse de la consommation, fondé sur un modèle de sobriété énergétique. Ce consensus apparent fait sourire les Verts. La réalité au PS serait beaucoup plus compliquée. Mais Denis Baupin prend acte de ce rapprochement affiché avec le programme écologiste. Ce qu'on constate, c'est que Martine Aubry a dit une chose un jour, puis a semblé revenir un peu en arrière le jour suivant. Donc ça montre qu'à l'intérieur du Parti socialiste, évidemment, les choses bougent à un rythme compliqué pour une formation politique qui a toujours été pro-nucléaire. Mais tous les interlocuteurs avec qui j'ai pu en discuter depuis quelques semaines se rendent bien compte qu'il va falloir bouger. Les Verts rêvent maintenant de l'exemple allemand dans la perspective de 2012, car de l'autre côté du Rhin, les sociodémocrates et les écologistes, alors au gouvernement, étaient parvenus à une déclaration commune. C'était en 2000, mais au sein de la gauche, on reconnaissait aujourd'hui en être encore loin. Alors, faut-il sortir du nucléaire? Nous avons posé cette question à nos amis internautes de notre partenaire, le nouvelobs.com. Eh bien, vous voyez sur ce panneau, vous êtes 36% à répondre oui, totalement. Il faut totalement sortir du nucléaire. 40%, vous êtes pour une sortie partielle de l'énergie nucléaire. Et vous êtes 24% à répondre non, pas du tout. Il ne faut pas sortir du nucléaire en France. L'autre point chaud de la planète reste la situation toujours tendue, très tendue, au Moyen-Orient et en Libye. Cet après-midi, des bombardements aériens ont visé des positions des forces pro-Kadhafi dans l'est du pays. Les rebelles accusent l'armée légaliste d'utiliser des civils comme boucliers humains. Paris table aujourd'hui sur des semaines d'opérations. Reste que des ambiguïtés persistent sur la conduite de l'intervention en raison de clivages de fond sur le rôle de l'OTAN. Des négociations vont se poursuivre ce week-end, mais il semble désormais acquis que l'Alliance Atlantique soit appelée à prendre progressivement la charge des opérations militaires. Élise Cardi. L'OTAN va-t-il prendre le contrôle total des opérations militaires en Libye? À en croire le secrétaire d'État aux Affaires étrangères britannique, ce serait une question de jours. Nous sommes tombés d'accord pour confier à l'OTAN le commandement concernant l'embargo sur les armes ainsi que la zone d'exclusion aérienne. Mais selon toute vraisemblance, il y aura bien un commandement total de l'OTAN sur cette opération, y compris pour les opérations militaires sur le terrain.
Un commandement total de l'OTAN, c'est aussi la volonté des États-Unis depuis plusieurs jours, bien loin des affirmations de Nicolas Sarkozy cet après-midi encore au Conseil européen. Encore une fois, les décisions sont prises par la coordination politique. Les décisions de frapper sont prises par les autorités nationales et l'OTAN répartit les créneaux et les missions, discute des objectifs que lui propose la coordination politique. Voilà, donc il n'y a pas de ce côté-là la moindre difficulté. Une position qui semble ce soir déjà dépasser. La Turquie et l'Italie ont affirmé eux aussi leur volonté de voir l'OTAN prendre le commandement des opérations, s'opposant frontalement à la France, qui se retrouve donc isolée et contrainte de laisser la main dans un conflit où elle se posait en leader. Les négociations doivent tout de même se poursuivre jusqu'à dimanche ou lundi où un accord doit être trouvé, mais il ne fait ce soir plus aucun doute. Alors Delphine Girard nous a rejoint sur ce plateau de Public Sénat. Bonsoir Delphine. Alors l'intervention des forces françaises en Libye a fait l'objet au Parlement, à l'Assemblée, comme au Sénat d'ailleurs, mardi dernier, d'un débat parlementaire, un débat d'ailleurs qui n'était pas suivi d'un vote. Et c'était une première pour le Parlement, pour informer les députés et sénateurs, bien sûr, des modalités de cette intervention militaire. Oui, Pierre-Henri, car depuis la révision constitutionnelle de juillet 2008, le gouvernement, en application de l'article 35, alinéa 2 de la Constitution, doit informer le Parlement lorsqu'il engage les forces armées françaises à l'étranger, au plus tard 3 jours après le début de l'intervention. François Fillon est donc venu mardi au Sénat expliquer aux sénateurs les raisons de l'engagement français en Libye. Je vous propose de l'écouter. La France s'est battue sans relâche pour convaincre, dans toutes les enceintes internationales, comme avec tous ses partenaires occidentaux, arabes, africains, tous ces avertissements, toutes ces sanctions n'ont malheureusement pas fait fléchir la froide détermination du régime libyen. Et dès lors, l'emploi de la force devenait la seule solution. Alors, dans l'ensemble, les sénateurs ont apporté leur soutien à cette opération. Les seules réserves sont venues du groupe communiste du Sénat par la voix de sa présidente, donc Nicole Borvo-Cohen-Seat, qui a plaidé pour une opération pacifique. Mais il y a eu une autre réserve, et vous l'avez dit, Pierre-Henri, à savoir que ce débat n'a pas été suivi d'un vote. Il aurait d'ailleurs sûrement été positif, ce vote, et certains ont estimé qu'il aurait même permis de soutenir pleinement, d'assurer au gouvernement le soutien des parlementaires. C'est le cas de Jean-Louis Carrère, le sénateur socialiste des Landes. Je vous propose d'écouter sa réaction. Pourquoi vous en privez-vous? Pourquoi nous en privez-vous? Poser la question de la guerre et de nos objectifs, c'est poser aussi la question de la durée de notre engagement. Voilà, le sénateur Jean-Luc Carrère qui pose cette question de la durée de l'engagement. C'est d'ailleurs ce soir la question qu'on se pose ce pose. soir. Et je rappelle que l'état-major des forces militaires françaises a indiqué ce soir que cet engagement pourrait durer plusieurs semaines. Merci beaucoup Delphine Girard. Bonsoir Pierre. Et puis pour être tout à fait complet sur ce chapitre, sachez encore qu'en Syrie, cette fois, plusieurs manifestants ont été tués. La contestation au régime de Bachar el-Assad s'étend désormais à plusieurs villes du pays. Et puis à Amman, en Jordanie, c'est plus de 100 personnes qui ont été blessées dans des heurts entre pro et anti-régime. Plusieurs arrestations ont eu lieu et on apprenait ce soir, il y a quelques minutes, que parmi ces victimes figurait un mort. Alors au-delà des événements libyens, c'est bien un sommet de crise qui s'est achevé cet après-midi à Bruxelles, où l'Europe se portait au chevet du Portugal, en proie à de graves difficultés budgétaires. De nouveaux mécanismes d'aide ont été mis en place, rejetés pour le moment par les autorités portugaises. Aurélien Romano. Le sommet européen consacré à la dette a tourné à la crise politique au sein de l'Union autour du cas portugais. Le Premier ministre démissionnaire, José Socrates, a balayé d'un revers de main l'aide proposée, créant une situation de blocage pour ce sommet. Le Portugal n'a pas besoin de plan de sauvetage et je maintiendrai cette position pour défendre mon pays afin que cela n'arrive pas. Je sais ce que cela signifie, je sais ce que cela a signifié pour les Grecs et pour les Irlandais. Je ne souhaite pas la même chose pour mon pays. De son côté, Jean-Claude Juncker, le président de l'Eurogroupe, a réaffirmé sa proposition d'aide européenne. Un prêt de 75 milliards d'euros sous réserve d'un plan de rigueur drastique. Et de nouveau, l'Allemagne a accentué la pression sur le Portugal. Angela Merkel a exhorté les partis politiques portugais
à se prononcer publiquement sur les mesures de réduction des déficits. La pression est aussi celle des agences de notation. Elles ont abaissé de 2 points la note du Portugal, entraînant les taux d'emprunt du pays à des niveaux records aujourd'hui. Dans les 3 mois, Lisbonne doit faire appel au marché pour rembourser ses dettes. Montant total de cette échéance, 9 milliards d'euros. En plus de la crise économique, le pays fait face à une crise politique. José Socrates a démissionné mercredi et les élections ne sont pas prévues avant fin mai. Un délai tardif face à l'échéance financière. Cette instabilité menace le pays de banqueroute, les banques pourraient se retrouver à court de liquidités et les entreprises publiques de transport risquent de ne plus pouvoir verser les salaires. Le plan européen refusé aujourd'hui sera de plus en plus difficile à écarter pour Lisbonne. Comme l'Irlande avant lui, le pays sera probablement contraint de céder à la pression de ses partenaires. Alors avec nous au téléphone en direct de Bruxelles, François Baudonnet. Bonsoir François. À partir de 2013, eh bien, l'Europe disposera d'un fonds de 500 milliards d'euros pour prévenir les crises financières. L'Allemagne met largement la main à la poche pour abonder ce fonds. Alors jusqu'où Angela Merkel pourra payer pour les autres, François ? Eh bien, disons qu'Angela Merkel n'a plus tellement le choix. Elle avait beaucoup freiné, on s'en souvient, au moment du sauvetage de la Grèce, ce qui avait fait d'ailleurs perdre de longs mois aux Européens, et ce qui avait fait exploser, si on peut dire, la crise de l'euro. Ça, c'est du passé. Cette stratégie ne lui a d'ailleurs pas réussi sur le plan intérieur. Et à Bruxelles, aujourd'hui, elle a été obligée d'accepter que dorénavant, les pays européens en difficulté financière puissent être aidés par les autres pays, ce qui était jusqu'à présent interdit. C'était la ligne jaune de la chancelière allemande. Elle vient d'être franchie. Alors Angela Merkel est d'une certaine façon entrée dans le rang. Elle ne devrait plus s'opposer au sauvetage d'un pays comme le Portugal. Alors François, les Européens ont également adopté un pacte pour l'euro. Les pays devront désormais être beaucoup plus vigilants dans leur maîtrise des finances publiques, avec en contrepartie, évidemment, bien sûr, l'austérité pour bon nombre d'entre eux. Oui, exactement. Si ce sommet n'avait pas été autant marqué par l'actualité internationale, que ce soit la Libye ou le Japon, on aurait retenu une seule chose, les Européens se sont mis d'accord sur l'euro. Pourquoi ? D'abord parce que, vous l'avez dit, ils ont entériné un mécanisme permanent de stabilité. Dans 2 ans, les Européens auront à leur disposition 500 milliards d'euros qu'ils pourront, alors évidemment sous certaines conditions, prêter aux pays au bord de la banqueroute. Cela ressemble quand même fortement à un fonds monétaire européen. Donc, c'est une avancée. Ensuite, les pays de la zone euro et 6 autres pays, c'est-à-dire en fait presque toute l'Europe, se sont engagés à limiter leurs dettes, à réformer leurs économies et leur système de retraite. Les pays européens vont aussi, chaque année, envoyer à Bruxelles et à leurs partenaires une ébauche de leur budget national avant même qu'il soit présenté à leur Parlement. C'était totalement impensable il y a un an seulement. Ce qui fait dire à Nicolas Sarkozy aujourd'hui que l'Europe vient de se doter d'un gouvernement économique. Alors c'est un peu exagéré, mais en tout cas la tendance est bien là. Alors ça ne veut pas dire que l'euro n'aura plus de soubresaut. Avec le Portugal, on entre dans une nouvelle zone de turbulence. Mais en tout cas, les Européens ont construit la cabine de pilotage d'un navire qui, pour l'instant, n'en avait pas. Merci beaucoup François Baudonnet de vos éclairages. Alors pour poursuivre sur ce chapitre européen, je vous présente sur notre plateau Philippe de Sertine. Vous dirigez l'Institut de haute finance, vous professez également à l'Université Paris 10 et à côté de vous, Pascal Canfin. Vous êtes député européen Europe Écologie des Verts et vous êtes membre de la Commission économique et monétaire du Parlement européen. Finalement, messieurs, cette crise financière et économique, on l'avait presque oubliée avec les événements planétaires mondiaux qui nous occupent également en ce moment. Or, cette crise, elle est toujours là. Est-ce qu'elle est aujourd'hui, après ce sommet européen de Bruxelles, moins grave aujourd'hui qu'en 2008, Philippe de Sertine? Non, je ne crois pas qu'elle soit moins grave. Je crois qu'effectivement, elle est en train de muter. Elle poursuit sa mutation. C'est une crise au départ qui était sur l'endettement privé. Elle est aujourd'hui très clairement sur l'endettement public, en particulier aujourd'hui sur l'endettement européen. Et il y a un certain nombre de réponses qui doivent être apportées en fonction des difficultés qui se produisent. Le Portugal va devoir lever des fonds rapidement sur les marchés. Eh bien, aujourd'hui, il se trouve effectivement confronté à une difficulté absolument majeure. L'Europe tente d'y répondre, d'anticiper en quelque sorte la difficulté qui va se produire. Alors justement, on se souvient du cas irlandais, du cas grec, le Portugal aujourd'hui, qui doit trouver impérativement, je crois, 9 milliards d'euros d'ici quelques mois, quelques semaines. Alors le Portugal peut-il aujourd'hui s'en sortir seul dans ces difficultés ? Je pense qu'il serait assez pertinent que les Portugais prennent la décision de rejoindre le mécanisme européen qui a été mis en place.
de façon à pouvoir bénéficier de prêts. Alors on parle dans les couloirs à Bruxelles de 75-80 milliards d'euros, sur ce qui donnerait en fait 2 ans de latitude aux Portugais pour s'endetter directement auprès de la facilité européenne à un taux beaucoup plus faible que le taux auquel ils ont accès aujourd'hui sur les marchés. Mais je voudrais revenir juste sur la cause de la crise. Vous disiez c'était une dette. Aujourd'hui on est dans une crise de la dette publique. Oui, mais si les États ont pris 20 points de dette publique à un moment donné, c'est pas pour rien. C'est pas pour le plaisir de faire de la dette. C'est parce qu'à un moment donné, il fallait bien rembourser. Et pourquoi il fallait remettre de l'argent dans le système? C'est parce qu'à un moment donné, il y avait une crise financière qui avait totalement déréglé. Et moi, je trouve quand même assez bizarre qu'aujourd'hui, on mette le maximum de pression politique et de pression juridique pour que les États adoptent des plans d'austérité hyper drastique, ultra régressif sur le plan social, et que parallèlement, quand il s'agit de réglementer les banques qui sont en grande partie à l'origine de la crise, alors là, on prend toutes les précautions et on attend 2019 pour que les nouvelles règles se mettent en place. On est sur 2 poids 2 mesures et je pense que la réponse politique est totalement à côté de la plaque et qu'on va demain avoir des gros problèmes. Philippe Dessertine, sur cette question et sur ce devoir désormais des États européens de se serrer la ceinture, celle en particulier de leur population. D'un point de vue technique, je crois que vraiment le problème effectivement auquel on est confronté, c'est que la dette, cette dette gigantesque, elle est on est un peu comme dans un match de rugby, c'est-à-dire le ballon est passé en arrière. Aujourd'hui, pratiquement, on se retourne, il n'y a plus personne, ou plus exactement, il n'y a plus qu'un recours, c'est l'Allemagne. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, en fait, il n'y a pas le choix. Alors on peut le regretter, on peut le déplorer, mais c'est vrai qu'au fond, quand on regarde la situation, on voit qu'il n'y a plus de solution de recours, alors que quand c'était les banques, il est évident qu'il y avait encore la problématique étatique. Juste quand même sur la deuxième chose, c'est quand vous disiez les États se sont pas endettés pour le plaisir, quand les banques également ont créé de la dette, il faut être bien clair aussi, hein, cette dette elle a profité à la totalité de l'économie, c'était pas uniquement des éléments qui sont restés dans le système bancaire. Tout à fait. Vous disiez c'est de la dette privée, essentiellement liée à l'explosion de la dette immobilière. C'est le cas notamment en Espagne et c'est le cas en Irlande. Donc on voit bien aujourd'hui que les 2 États qui ont de gros problèmes, prenons l'Espagne et l'Irlande, étaient 2 États qui étaient cités par la Commission européenne comme des modèles de respect, d'équilibre en termes de finances publiques. Donc on voit bien que mettre l'accent aujourd'hui en disant le problème principal, urgentissime à résoudre, c'est le problème de finances publiques, c'est prendre le problème à l'envers. Si on arrive à desserrer les taux, à taxer par exemple les transactions financières, à faire de la coopération fiscale de façon à pouvoir taxer mieux les bénéfices des multinationales qui aujourd'hui font une fuite colossale, on récupérera des recettes et à ce moment-là on pourra réduire les déficits. Mais on prend le problème à l'envers et le problème à l'envers ça fait que ça nous emmène dans une crise qui d'économique devient politique. Mais je crois qu'on n'a plus le temps. Je crois que c'est ça le problème, c'est que vous voyez, le temps et en plus de se mettre d'accord on n'y arrivera pas. Attendez, ça fait 1 an qu'on essaye de se mettre d'accord sur des mesures d'austérité. On aurait très bien pu prendre 1 an pour se mettre d'accord sur des mesures de coopération fiscale et on y vient. Pour la première fois, le Conseil a adopté l'idée d'une taxe européenne sur les transactions financières. Pour la première fois, la semaine dernière, ils se sont mis d'accord sur une coopération fiscale en matière de taxation des multinationales. Mais on avance de quelques pas dans ce champ qui est majeur. Et de l'autre côté, on trace une autoroute pour faire de l'austérité massive. Et on voit bien avec l'exemple grec que ça ne marche pas. Parce que le PIB diminue tellement que le ratio de la dette sur PIB continue d'augmenter. Alors, messieurs, François Baudonnet nous l'expliquait tout à l'heure. Angela Merkel a fait un pas très important. Elle va accepter désormais d'emprunter pour les autres, pour résorber les dettes des autres. Jusqu'où l'Allemagne pourra-t-elle aller dans cette politique ? C'est vraiment très simple en réalité d'ailleurs, parce que c'est le problème allemand, mais c'est le problème français également, hein, puisque là, lorsque l'on parle de la solidarité européenne, ça n'est pas seulement l'Allemagne, c'est tous les pays qui sont solvables, et en particulier qui sont triple A, comme l'Allemagne, comme la France, qui vont emprunter. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous perdons notre propre capacité d'emprunt pour nous-mêmes. Je crois que là, il faut vraiment être très clair. La solidarité, elle implique cela, hein, c'est-à-dire qu'à partir du moment où nous refinançons des pays qui n'arrivent pas à se financer en direct, eh bien, ça veut dire évidemment que nous perdons nous-mêmes une de nos capacités, éventuellement à nous endetter davantage pour demain. C'est évidemment pas drôle à le résumer comme ça, mais je pense que malheureusement, c'est la seule façon de représenter clairement les choses. Est-ce que finalement, ce sont les populations des États qui, j'allais dire, vont trinquer dans ces dispositifs mis en place aujourd'hui ? Objectivement, si on regarde les plans d'austérité qui sont proposés et mis en œuvre lorsqu'ils le sont, oui. Et je pense que les règles qui ont été adoptées aujourd'hui, dont François Baudonnet disait s'il n'y avait pas eu cette actualité, ça aurait fait. C'est majeur. On a adopté le Conseil a adopté maintenant au Parlement, on va voir si on confirme ça. Mais on a adopté une règle qui, si elle était en place aujourd'hui en France,
obligerait le gouvernement à réduire cette année de 100 milliards de plus le déficit budgétaire. Donc c'est 100 milliards de dépenses en moins ou 100 milliards d'impôts en plus. 100 milliards de dépenses en moins, c'est 1,5 fois le budget de l'éducation nationale. 1,5 fois le budget de l'éducation nationale en un an qui serait supprimé. C'est juste absurde. Alors donc il y a deux options. Soit on s'oriente vers quelque chose qui est un massacre en termes de modèle social, et concrètement, les sociétés européennes ne l'accepteront pas, c'est clair. Il y a les opinions publiques, on le voit au Portugal, par exemple. Quand je dis les sociétés européennes, les opinions publiques, les citoyens, soit on est en train de se doter de fausses règles, et finalement, on ne résout pas le problème. On prend des règles tellement dures que finalement, on dira dans 2 ans, ouais, c'était pas possible, etc. Je pense qu'à être trop austère et trop rigoureux, finalement, on fait soit de l'explosion sociale et politique, soit finalement, on agite un petit truc et derrière, ça passera pas. Et d'ailleurs, les marchés sont pas si volontaires d'une politique aussi rigoureuse que ça. Ils ont bien conscience que si vous cassez la dynamique macroéconomique, derrière, il n'y aura aucun moyen de retrouver de toute façon le paiement des dettes. Alors, messieurs, je voudrais qu'on dise un mot également du pacte pour l'euro, hein, l'Europe qui défend pied à pied, bec et ongle, la monnaie européenne. Ce pacte pour l'euro, s'agit-il d'un pacte décisif en matière d'intégration monétaire de l'Europe ? Je crois que oui, vraiment. Là, on est en train d'avancer beaucoup dans la notion de gouvernance commune, pourrait-on dire, du point de vue monétaire. Et donc ça, ce sont vraiment des éléments fondamentaux. Comme vous venez de le dire tout à l'heure, c'est vrai qu'évidemment, ça signifie à terme une perte de souveraineté pour les différents États. Quand, par exemple, les États devront présenter la copie de leur budget, de leurs finances publiques à Bruxelles. C'est vraiment une évolution absolument fondamentale du point de vue européen. Quand on regarde par rapport aux textes et tous les textes qui existaient dans l'Europe, on n'avait jamais été aussi loin. C'est vrai qu'aujourd'hui, la finance et l'économie s'imposent là du point de vue de la politique. On évoque beaucoup l'Allemagne, mais c'est vrai que du point de vue global de l'Europe, on est vraiment dans une avancée politique absolument gigantesque, avec évidemment peut-être une prise de conscience qui n'est pas encore totale du point de vue des populations et des opinions publiques qui, d'un seul coup, vont peut-être se rendre compte de cela. Monsieur Canfin. Tout à fait d'accord. Je pense que l'actualité internationale n'aide pas, mais particulièrement en France, c'est moins vrai en Allemagne, mais particulièrement en France, ce dossier est totalement remisé. Et quand, je suis d'accord avec vous, quand les partis politiques, et notamment le Parti socialiste, va arriver en disant moi je voudrais faire telle et telle chose, mais on a voté un pacte qui l'empêche, c'est peut-être le débat de la présidentielle, il est en train de se faire là. Et il est totalement masqué. Et c'est un vrai problème démocratique, parce que quand on va dire finalement, tiens, on a adopté ça, on s'en est pas aperçu, oui, c'est Bruxelles, etc. Alors que non, c'est pas Bruxelles, ce sont les États qui décident ça. Malheureusement, on a un petit problème démocratique demain. Allez, toute dernière question, et je vous demanderai une réponse rapide. Ces fameuses agences de notation qui font un peu la pluie et le beau temps, qui donnent des bons et surtout des mauvais points, il faut les encadrer plus rigoureusement aujourd'hui ? Il faut les encadrer, éviter les conflits d'intérêts. Je veux dire, ces agences, elles notent des produits en étant payées. Je pense que déjà, ça devrait être scindé. Il devrait y avoir un bien public, une agence publique ou coopérative qui donne ces notes, mais sans être directement payée par celui qui crée les produits. Merci beaucoup, messieurs, de vos éclairages ce soir. Sachez en bref, ce nouveau recul de la CGT lors des élections à la SNCF, 37,3% des voix, l'UNSA et la CFDT progressent, Sudrail reste stable. Et puis, la disparition aujourd'hui de Jean Royer, l'ancien maire de Tours, à l'âge de 90 ans. Longtemps parlementaire, un temps ministre, Jean Royer s'était présenté à l'élection présidentielle de 1974 où il s'était rendu célèbre pour ses prises de position contre la pornographie. Cantonal J-2, deuxième tour du scrutin dimanche. Le journal des cantonales, eh bien, c'est pour tout de suite. C'est donc bien la toute dernière ligne droite de cette campagne cantonale qui verra dimanche le renouvellement de la moitié des représentants des cantons français. Un scrutin hautement politique. Il s'agira en effet de la dernière élection avant les présidentielles de 2012. Les enjeux de ce scrutin sont multiples. Ces résultats seront décortiqués dimanche soir au millimètre. Flora Sauvage. C'est le dernier test avant la présidentielle de 2012. Le second tour de l'élection cantonale dimanche devrait confirmer la prééminence de la gauche dans les départements. Pourtant, malgré son avance au premier tour avec plus de 49% des voix au niveau national, contre 33% pour la droite, la gauche n'est pas sûre de gagner beaucoup de nouveaux départements. Actuellement, le PS et le PC détiennent 58 départements sur 100. Ils ont désormais revu leurs ambitions à la baisse. Ils espèrent aujourd'hui passer la barre des 60 départements. Leurs principaux espoirs sont le Jura et les Pyrénées-Atlantiques. Mais à l'UMP, on n'exclut pas un jeu nul avec une éventuelle victoire dans le Val d'Oise et en Seine-et-Marne. L'autre enjeu de ce scrutin est le score du Front National. Arrivé en tête dans 39 cantons, le FN n'a aujourd'hui aucun conseiller général,
Mais il devrait en être autrement dimanche. Ils espèrent obtenir 10 à 20 sièges grâce à l'absence de consignes claires de l'UMP en cas de duel entre le FN et le PS. Enfin, le dernier enjeu du second tour des cantonales est le score de l'abstention. Dimanche dernier, plus de 55% des votants se sont abstenus et bien souvent, la faible participation à une élection favorise les extrêmes. Alors avec nous, comme tous les vendredis, Stéphane Rosès. Stéphane, bonsoir. On arrive, on le disait, au bout de cette campagne cantonale, avec un entre-deux-tours plutôt sportif, avec tous ces débats qui ont tourné autour de cette organisation d'un hypothétique front républicain. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet entre-deux-tours? Que nous a-t-il appris de cette campagne? Eh bien, cette campagne qui au départ était une campagne essentiellement locale a pris très nettement une dimension nationale autour de ce débat sur le front républicain. Le refus de l'Élysée de Jean-François Copé pour la direction de l'UMP a suscité débat vif à l'intérieur de la majorité. François Fillon est sorti du bois. Au-delà des questions de sémantique, il y a une ligne de partage qui traverse la majorité entre ceux qui sont favorables et ceux qui sont hostiles au front républicain. Mais pour tous, la nouveauté, c'est que la majorité rompt avec ce qui avait été instauré finalement clairement à partir de Jacques Chirac. Alors quel est le pari? On va le voir sur les résultats du second tour, c'est que en renvoyant dos à dos le Front National et la gauche, l'Élysée et l'UMP espèrent que l'électorat du Front National se reportera plus clairement sur les candidats de l'UMP. C'est très difficile d'anticiper parce que c'est une nouvelle donne et donc dans les 399 cantons où le Front National peut se maintenir, il y aura une grande incertitude et il faudra analyser très précisément les comportements des électorats dans les deux cas de figure, là où il y a un socialiste face au Front National et là où il y a une UMP. Alors vous l'avez dit Stéphane, hein, les élections cantonales, c'est un scrutin local, des élections intermédiaires, on y porte généralement relativement peu d'attention. Et puis il y a eu cette dimension nationale qui s'est imposée entre les deux tours. On sent bien que 2012, eh bien, c'est finalement pas si loin que ça. Oui, parce que le débat au sein de la majorité, cette ligne de fracture se construit, ne vient pas du débat seulement des élections cantonales. Le refus d'un front républicain vient couronner ou coiffer une orientation qu'a pris l'Élysée dans la dernière période, qui a une cohérence idéologique, politique et électorale. Du discours de Grenoble, où pour la première fois un président de la République fait un lien entre l'immigration et l'insécurité, au débat sur la laïcité où on pointe l'islam, il y a une stratégie qui vise à déplacer les lignes pour le président avant la présidentielle. Des questions économiques et sociales aux questions identitaires et nationales, d'un débat entre la gauche et la droite à un débat entre la droite et l'extrême droite. C'est contre cette orientation que la plupart des ténors de la majorité s'expriment en espérant que Nicolas Sarkozy change de pied d'ici la présidentielle. Il y va pour eux d'une question de valeur, mais aussi ils comprennent que si le second tour c'est Marine Le Pen face à Nicolas Sarkozy, aux législatives, l'électorat ayant été obligé de voter pour un président républicain se retournera contre la majorité de droite. Merci beaucoup Stéphane Rosès de vos éclairages. On vous retrouve bien sûr dimanche soir pour vos analyses de ce scrutin, de ce deuxième tour des cantonales. Merci encore. Le scrutin de dimanche sera le dernier du genre. À partir de 2014, le jeu territorial sera complètement rebattu avec la mise en œuvre de cette fameuse réforme territoriale qui verra la mise en place des assemblées territoriales voulues par Nicolas Sarkozy. Les explications Delphine Girard. La réforme territoriale a été définitivement adoptée par le Parlement en novembre 2010. Objectif de cette réforme, réduire par 2 le nombre d'élus locaux et simplifier le millefeuille administratif. Elle prévoit la création de conseillers territoriaux. Ces nouveaux élus remplaceront en mars 2014 les 6000 conseillers généraux et régionaux. Ils siégeront à la fois au Conseil général et au Conseil régional. Élus tous les 6 ans, au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours, ils seront 3485. Autre point de la réforme territoriale, elle encourage le rapprochement de départements. Le Haut-Rhin et le Bas-Rhin pourraient être les premiers à fusionner. Enfin, la réforme crée des métropoles. En 2014, elles récupéreront certaines compétences des départements comme les transports scolaires et la gestion des routes départementales.
Alors, surtout, n'oubliez pas, dimanche à partir de 19h50 sur les chaînes parlementaires, émission spéciale avec de très nombreux invités et analystes. Vous serez, j'en suis sûr, au rendez-vous à la seule condition d'être à la bonne heure. Le changement d'heure interviendra dans la nuit de samedi à dimanche. Fin de cette édition. Merci. À suivre le magazine Entre les lignes chez nos confrères d'LCP Assemblée nationale. Très bon week-end à tous. Merci. As-tu déjà volé en attaquant les gens? La délinquance est-elle une maladie que l'on peut dépister chez les jeunes enfants? C'est une maladie du cerveau. C'est un cerveau qui ne fonctionne pas bien. Qu'est-ce qui fait que nous rendons compte des souffrances psychiques des enfants et des adolescents sans tenir compte du contexte social? De la petite poubelle de la classe, ça va être la grande poubelle à l'entrée de l'immeuble. Il n'y a pas si longtemps, le vol, l'agressivité, faisait partie du développement normal d'un enfant et d'un adolescent. Un enfant qui a un comportement qui montre qu'il est perturbé, c'est tout simplement un enfant qui est en état de souffrance, et donc un enfant qu'il faut aider. L'enfance se contrôle. Demain à 22h sur Public Sénat.